Vous marchez le long d'une vaste artère au cœur d'une mégapole tentaculaire, saisie par l'étrange impression d'avoir été projeté dans un décor de science-fiction. Autour de vous règne un silence pesant. Les gratte-ciels flambant neufs semblent déserts. Aucun véhicule, aucune âme qui vive. L'apocalypse aurait-elle balayé toute présence humaine? Telles pourraient être vos pensées si vous aviez arpenté, il y a quelques années, les rues d'Ordos Kangbashi, une ville nouvelle érigée en Mongolie intérieure. Surgie en un temps record, moins d'une décennie. Au beau milieu du désert, elle offre une architecture ambitieuse, une profusion d'espaces publics et des rangées de résidences fraîchement construites. Pourtant, ce n'est pas pour ses qualités qu'elle s'est fait connaître. Ce qui a frappé les esprits, c'est plutôt son absence de population. Bientôt, les médias l'ont affublée du surnom de ville fantôme, affirmant qu'elle était déserte et sans vie. Face à un tel constat, une question s'impose: pourquoi personne ne souhaitait-il s'y établir? C'est ici que l'histoire prend une tournure singulière. Dès 2009, les premiers articles relatant l'échec supposé d'Ordos Kangbashi ont émergé. Des journalistes se sont rendus sur place et ont constaté que la ville comptait peu d'habitants. À leurs yeux, elle évoquait une métropole ravagée par une catastrophe. Seulement, ces reporters n'ont pas pris la peine d'interroger les pouvoirs locaux sur les raisons de cette apparente désertion. Ils ont également omis un élément essentiel. En 2009, la ville n'en était encore qu'à sa 6e année de construction. Elle n'était même pas achevée. Certes, la population y était encore clairsemée lorsqu'ils l'ont qualifiée de ville fantôme. Mais par méconnaissance ou par sensationnalisme, ils ont amplifié la situation, déformant ainsi la réalité aux yeux du public. Souhaitez-vous connaître la véritable histoire? Ordos n'a jamais été bâti pour rester vide. C'est un projet urbain encore en gestation. Son plan initial prévoyait d'accueillir 1 million d'habitants à l'horizon 2023. Cependant, une série de bouleversements sur le marché du charbon, principale ressource économique de la région, est venue compromettre ses ambitions. La ville a donc revu ses objectifs et table désormais sur une population d'environ 3000 habitants. Au cours de ces 5 premières années, Kangbashi s'est doté d'un véritable centre-ville comprenant des bureaux, un musée de classe mondiale et un opéra. Elle disposait même d'une bibliothèque moderne dont la structure évoquait des livres alignés sur une étagère. Pourtant, la ville demeurait un chantier en pleine évolution. Plutôt qu'une ville fantôme, il s'agissait en réalité d'un vaste chantier. À ses débuts, personne n'y résidait en permanence, faute d'infrastructures essentielles telles que des écoles, des hôpitaux et des commerces. Les travailleurs s'y rendaient quotidiennement avant de regagner leurs foyers à la nuit tombée. Il aura fallu plusieurs années supplémentaires pour doter la ville des équipements nécessaires, expliquant ainsi sa faible densité de population. Aujourd'hui, Ordos ne saurait être qualifiée de ville fantôme, tout comme notre prochaine destination. Direction l'Afrique, vers un projet résidentiel d'envergure, Nova Cidade de Quilamba. Située à une trentaine de kilomètres de Luanda, la capitale angolaise, cette ville abrite 750 immeubles d'habitation, plus d'une douzaine d'établissements scolaires et plus de 100 espaces commerciaux. Le coût du projet s'élève à 3,5 milliards de dollars, une somme colossale. Et il était initialement prévu pour accueillir jusqu'à 5000 habitants. Quilamba était mise en avant dans des vidéos promotionnelles soignées où l'on voyait des familles épanouies s'éloigner des quartiers surpeuplés de Luanda. Mais la réalité était tout autre. Ces gens n'étaient pas de véritables résidents, mais de simples figurants. En effet, près d'1 an après la mise sur le marché des 2800 premiers appartements, à peine 220 avaient trouvé preneur. Si vous aviez connu Quilamba dans ses premières années, vous auriez été frappé par une atmosphère presque irréelle. Les longues rangées d'immeubles aux façades colorées restaient inoccupées, leurs volets clos et leurs balcons déserts. Les rues étaient quasi vides, avec peu de véhicules et encore moins de passants. La plupart des commerces restaient fermés, à l'exception d'un hypermarché à l'entrée de la ville. Si quelques habitants avaient choisi de s'y installer, l'absence de commerce de proximité rendait difficile l'accès aux produits de première nécessité. Point de mystère ici. Les appartements de Quilamba étaient proposés à des tarifs oscillant entre 2000 et 200 000 $, des sommes rédhibitoires pour la majorité des Angolais, dont 2/3 subsistaient avec moins de 2 $ par jour. Par ailleurs, l'obtention d'un prêt bancaire relevait du parcours du combattant. Même avec l'adoption de nouvelles lois visant à faciliter l'accès au crédit immobilier, nombre d'Angolais, y compris les plus aisés, peinaient à réunir les fonds nécessaires. Fort heureusement, les tarifs des plus petits logements ont été revus à la baisse, passant de 5 000 à 7 000 $. Cette diminution a entraîné une augmentation significative de la population,
qui atteignait 8000 résidents en juillet 2015. 4 ans plus tard, Quilamba comptait déjà 19 000 habitants. En 2024, la ville est devenue une destination prisée par la classe moyenne angolaise. Nous poursuivons notre exploration des mégapoles, à l'allure post-apocalyptique. Imaginez-vous déambuler sur des rues pavées, bordées de charmantes demeures d'inspiration ancienne. Vous passez devant des maisons de style édouardien et des rangées de terrasses victoriennes. Là-bas, un fish and chips et, juste à côté, les emblématiques cabines téléphoniques rouges. L'ensemble semble sorti tout droit d'une carte postale anglaise. Mais voilà l'entourloupe. Vous ne vous trouvez qu'à 40 minutes du centre-ville de Shanghai ? Shanghai a cherché à offrir à ses habitants un aperçu du monde en lançant, dès 2001, un ambitieux projet baptisé One City, Nine Towns. L'objectif était de décongestionner une métropole surpeuplée, en aménageant 9 zones résidentielles en périphérie, chacune reproduisant l'architecture et l'atmosphère d'un pays occidental. Parmi ces enclaves thématiques, Thames Town, un petit bout d'Angleterre. La création de cette Angleterre miniature a nécessité un investissement de plus de 330 millions de dollars. Certains éléments ont été directement importés d'outre-Manche, comme les réverbères authentiques, et une église gothique de Bristol a été fidèlement reproduite. Mais l'initiative ne s'est pas limitée à l'Angleterre. D'autres quartiers se sont inspirés de l'Allemagne, de l'Espagne, des Pays-Bas et même du Canada. Que s'est-il donc passé ? Les habitations de Thames Town se sont vendues à une vitesse fulgurante, mais elles sont restées hors de portée pour l'essentiel de la classe moyenne à laquelle elles étaient destinées. À leur place, des acquéreurs fortunés se sont empressés d'y investir ou d'en faire leur résidence secondaire. Aujourd'hui, Thames Town, tout comme la plupart des 9 villes, reste déserté. Ce quartier s'est transformé en ville fantôme, regorgeant de maisons et de commerces élégants, mais dénués de toute vie. Notre prochaine escale n'est pas très éloignée. Bienvenue à Naypyidaw, l'une des capitales les plus singulières au monde. Imaginez une métropole surgie de nulle part, érigée au beau milieu des rizières et des plantations de canne à sucre. En 2005, le Myanmar a dévoilé au reste du monde cette capitale flambant neuve, baptisée Naypyidaw, ce qui signifie « cité royale ». Selon certaines rumeurs, son édification aurait coûté jusqu'à 4 milliards de dollars. Cette cité surréaliste est 6 fois plus vaste que New York. Tout y est conçu à une échelle monumentale. Les artères comptent jusqu'à 20 voies et s'étirent à perte de vue. On y trouve un parc safari ainsi qu'au moins 2 parcours de golf. Contrairement au reste du pays, l'approvisionnement électrique y est stable et de nombreux restaurants proposent un accès Wi-Fi gratuit et rapide. Mais un problème de taille subsiste. L'endroit est anormalement vide. Son urbanisme étrange et son atmosphère pesante lui ont même valu une renommée internationale. L'équipe de l'émission Top Gear de la BBC s'y est aventurée et n'en revenait pas. Ils y ont consacré un épisode spécial durant lequel ils ont cherché en vain l'heure de pointe, disputé un match de football sur des avenues désertes et organisé une course de vitesse sur l'un des immenses boulevards inoccupés. En y regardant de plus près, vous distinguerez pourtant quelques travailleurs municipaux en gilets verts fluorescents. Ils arpentent ces routes en les balayant méticuleusement, bien qu'elles soient déjà immaculées. Mais à quoi bon un tel entretien si nul ne souhaite y vivre ? On reproche à Naypyidaw d'être morne, coûteuse et dépourvue des infrastructures essentielles. Tout l'endroit semble illustrer l'adage « construisez et ils viendront ». Un pari que cette ville a manifestement perdu. Prenons maintenant la direction des États-Unis. En Pennsylvanie, il existe une ville en proie aux flammes, Centralia, une localité presque fantôme. Depuis 1962, un feu de charbon couve sous ses rues et pourrait encore brûler pendant 2 siècles et demi. Tout a débuté par une tentative de nettoyage d'une décharge locale qui a malencontreusement embrasé des veines de charbon souterraines. Au fil des ans, les habitants ont déserté leur ville alors que les flammes y creusaient des gouffres menaçants et chargeaient l'air de gaz toxiques, dont le monoxyde de carbone. En 1992, l'État a racheté l'essentiel des terres, ne laissant derrière lui qu'une poignée de résidents, lesquels ont accepté que leurs biens reviennent aux autorités après leur décès. Centralia a été condamné, et sous ces rues silencieuses, l'incendie continue de faire rage. Alors, parmi ces villes fantômes, laquelle choisiriez-vous de visiter ? Dites-le nous en commentaire.